Alors la seconde lecture de cette matinée sera donnée par le docteur Françoise Smets. Françoise Smets est pédiatre et docteur en sciences biomédicales. Elle est diplômée de l'UCL, où elle est actuellement chargée de cours. Elle est chef de clinique associée aux cliniques universitaires Saint-Luc dans le service de gastroentérologie et pathologie pédiatrique. Elle est membre actif du centre de l'allergie. Elle est membre également de l'Institut de recherche expérimentale clinique dans le laboratoire de notre collègue Étienne Socal. Ces activités cliniques concernent, nous allons noter, la gastroentérologie de l'enfant, de même que la transplantation hépatique et de cellules hépatiques, et vous l'aurez deviné, bien entendu, dans le cadre de sa collaboration avec Étienne Socal. Ces activités de recherche visent le même domaine, les allergies du petit enfant et la transplantation. Elle a à son actif plus de 60 publications. Elle participe à l'enseignement aux étudiants en médecine ainsi qu'aux étudiants en sciences biomédicales, aux infirmières et aux diététiciens. Elle est présidente d'une société dont le nom complet c'est Belgian Society of Pediatric Gastroenterology and Pathology and Nutrition, mais le acronyme c'est BESCGAN. C'est original, madame Smith, c'est bien. BESC de 5 fois. Elle est vice-présidente du Conseil national de transplantation. Et la lecture que Mme Smet va nous donner est évidemment sur le sujet de ses compétences cliniques et de recherche. Les allergies de l'enfant, peut-on les prévenir en 2015? Mme Smet, je vous donne la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup pour cette invitation qui est évidemment un grand honneur. Monsieur Buchet est parti sans activer. Ah oui, ça sera plus facile comme ça. C'est évidemment un grand honneur et un grand plaisir de vous parler des allergies des enfants. Alors évidemment, en 30 minutes, je n'ai pas le temps de couvrir l'ensemble du sujet. Et en bonne pédiatre, j'ai préféré me focaliser sur la capacité que nous avons de prévenir éventuellement ces allergies, puisque la pédiatrie reste en son âme et son cœur une médecine préventive chaque fois que possible. Donc nous avons réalisé une étude de cohorte, nous avons suivi 200 enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans, en essayant justement de voir si nous pouvions déterminer des facteurs de risque qui pourraient nous aider à prévenir l'apparition de ces allergies chez ces enfants. Et au cours de l'exposé qui sera principalement basé sur ce que la littérature nous a appris ces dernières années, je pourrais vous signaler si notre étude a démontré les mêmes observations. En introduction, je vous rappelle que l'allergie est un problème médical extrêmement fréquent. En pédiatrie, environ un enfant sur 3 sera à un moment ou à un autre de son évolution allergique. Elle peut se présenter sous différentes formes qui vont de la dermatite atopique, plus communément appelée eczéma, en passant par l'allergie alimentaire vers des pathologies comme l'asthme dont nous venons de parler ou la rhinoconjonctivite allergique qui reste la manifestation allergique la plus fréquente. L'allergie peut être mortelle. On a parlé des crises d'asthme irréversibles. On connaît également les chocs anaphylactiques et les angioœdèmes. Et elle peut également être une maladie présente à vie. Alors l'allergie est toutefois un diagnostic qui évolue. Et ici, avec Émile Munier, j'aimerais vous exposer ce qu'on appelle la marche allergique. À savoir qu'un enfant qui va être allergique très tôt dans la vie va très probablement se présenter sous forme d'une allergie alimentaire en mauve foncé ou d'un eczéma atopique en mauve légèrement plus clair. Ces manifestations allergiques vont progressivement disparaître et elles sont le plus souvent liées à une allergie au lait chez le nourrisson. Par la suite, malheureusement pour ce nourrisson, notamment si son allergie a été précoce et sévère et s'il a des antécédents au premier degré dans sa famille, il a malheureusement le risque élevé d'évoluer vers un autre type d'allergie, à savoir l'asthme. L'asthme, souvent présent par une sensibilisation allergique aux acariens dans nos lits bien douillets ou à nos précieux animaux de compagnie comme les chats ou les chiens. À nouveau, cette pathologie peut éventuellement disparaître, par exemple à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, mais être remplacée par la rhinoconjonctivite allergique, qui chez l'adolescent et l'adulte est, comme je l'ai dit, la pathologie allergique la plus fréquente, principalement par sensibilisation au pollen.
Donc notre question principale est de voir comment nous pouvons éviter à ces enfants soit d'entrer dans la marche atopique, soit d'évoluer au long de celle-ci s'ils ont été allergiques en tant que nourrissons. Alors de nombreux facteurs ont été évoqués. Je commencerai par très brièvement citer 2 facteurs bien décrits maintenant pour augmenter le risque d'asthme. C'est le tabagisme passif qu'il faut à tout prix pouvoir éliminer pour d'autres raisons également, que ce soit pendant la grossesse ou après la naissance. Tabagisme passif, que ce soit avec un adulte qui fume près de l'enfant ou avec le tabagisme secondaire et tertiaire des vêtements ou de l'environnement qui continue à libérer des substances toxiques, même en l'absence d'une personne fumant près de l'enfant. La pollution est également clairement démontrée comme augmentant le risque d'asthme, et ceci principalement par les particules fines de diesel, ce qu'on appelle le smog et qui nous fait parfois ralentir nos vitesses sur les routes. L'aspect génétique est un des aspects les mieux connus. Toutes les études, y compris la nôtre que je vous citais en début d'exposé, a démontré qu'un des seuls facteurs de risque qui est retrouvé de manière systématique est la présence d'allergies dans la famille au premier degré, comme étant un facteur augmentant le risque pour l'enfant de devenir allergique. Ici, avec Dali, vous voyez cet étrange observateur au-dessus de l'hélice d'ADN, et de très nombreuses études ont été faites et ont montré, comme l'exposé précédent a pu vous le démontrer, la présence de polymorphisme génétique dans l'augmentation du risque d'apparition de l'allergie. Je m'arrêterai ici seulement sur un exemple bien précis qui, pour l'eczéma atopique, a démontré que dans la majorité des cas, cette maladie est génétique. Elle est due entre autres à des polymorphismes ou des mutations dans les gènes des filagrines qui participent à la barrière cutanée. En cas d'anomalie, la peau se déshydrate de manière anormale, elle provoque un prurite, l'enfant ou l'adulte gratte, une inflammation s'ensuit et l'eczéma apparaît. C'est souvent à travers la peau eczémateuse et enflammée que les allergènes respiratoires ou alimentaires peuvent dans un deuxième temps pénétrer et provoquer l'apparition d'une sensibilisation et d'une allergie surajoutée, mais le mécanisme de base est très probablement dans la grande majorité des cas génétique. Et des études récentes ont démontré que nous pouvions prévenir l'apparition d'une allergie cutanée, à savoir un eczéma chez l'enfant, jusqu'à 50% des cas, si une crème hydratante, qui est la base du traitement de l'eczéma, est appliquée depuis les tout premiers jours de vie. Le facteur suivant est un des facteurs qui a été le plus chamboulé ces dernières années, c'est l'exposition aux allergènes. Anciennement, on a pensé, notamment pour les allergènes alimentaires, qu'exposer trop précocement les enfants à ceux-ci augmentait le risque d'allergie. Et les politiques de diversification alimentaire chez le nourrisson ont plutôt tablé sur le fait de postposer les allergènes les plus connus, comme le lait, les œufs, l'arachide ou le blé. Actuellement, les données disponibles ont contredit ça, et notamment pour l'allergie alimentaire. On sait que pour obtenir une tolérance orale, il faut voir l'allergène. Notre système immunitaire est logiquement prédisposé à être tolérant à toute une série d'antigènes, et que ce soit pour des antigènes que nous voyons en grande quantité ou en petite quantité, des mécanismes sont logiquement prévus pour empêcher la réponse immunitaire, notamment avec des cytokines comme le TGF-bêta ou l'interleukine 10, et avec toutes les molécules et les cellules régulatrices que nous connaissons de mieux en mieux. Au niveau des données cliniques, un réel intérêt a été de voir si, notamment dans l'alimentation du nourrisson, l'allaitement maternel pouvait être protecteur. Et cette étude déjà ancienne, elle a 20 ans, est parue dans le Lancet, c'est une étude suédoise, et quand il s'agit d'épidémiologie, les pays du Nord ont beaucoup d'exemples à nous montrer. Son grand avantage est qu'elle a suivi les enfants jusqu'à l'âge de 17 ans. Elle a pu démontrer de manière très intéressante. Vous avez en mauve foncé les enfants allaités pour une période de minimum 6 mois. En mauve intermédiaire, ceux qui ont été allaités pour une période entre 3 et 6 mois. Et en mauve clair, ceux qui n'ont pas été allaités ou allaités pour une période de moins de 6 mois. De manière très intéressante par rapport à la marche atopique, on voit qu'en dessous de l'âge de 3 ans,
Le fait d'être allaité pendant plus de 6 mois diminue significativement le risque de développer un eczéma. Le fait de ne pas avoir été allaité ou avoir été allaité pour une période courte augmente significativement le risque de voir apparaître une allergie alimentaire. C'est à cet âge-là que ces deux allergies sont les plus fréquentes. Par contre, l'allergie respiratoire survenant plus tard, à nouveau chez les enfants non allaités ou allaités pour une période courte, on voit que le risque de développer cette allergie augmente significativement à partir de l'âge de 5 ans et continue à s'écarter des autres enfants jusqu'à l'âge de 17 ans. Malheureusement, tout n'est pas si rose et énormément d'études sont disponibles sur l'allaitement maternel. Vous en trouvez ici 7 qui montrent un effet positif. Un effet positif variable, vous voyez que la protection est parfois d'environ 50% avec un risque relatif à 0,5, que parfois la proportion d'augmentation du risque peut aller jusqu'à 80% chez des enfants qui ont été peu allaités, mais l'ensemble de ces études semble soutenir un effet bénéfique. Malheureusement, sur la diapositive suivante, vous avez 7 études qui montrent le contraire, soit qu'il n'y a pas d'influence, soit qu'il peut même y avoir une augmentation du risque. Ce qui est important de noter sur ces études-ci, c'est que la majorité d'entre elles montrent que le risque peut être augmenté, principalement s'il y a des antécédents allergiques dans la famille et plus certainement si la maman elle-même est allergique. Donc, à l'heure actuelle, sur le résumé de toutes ces études, on considère que l'allaitement maternel est très probablement protecteur dans un certain nombre de cas, qu'il peut protéger à la fois à court terme pour les allergies du nourrisson et à plus long terme pour l'asthme, mais que ceci n'est jamais une protection à 100%, c'est juste une diminution du risque et que dans certaines circonstances particulières, ceci ne pourrait pas être vérifié et ne doit donc pas être soutenu comme une justification absolue à l'allaitement auprès des futures mamans. Alors, s'agissant de la diversification alimentaire, effectivement, nous avons changé les recommandations puisque des études ont montré qu'a priori, au plus tôt on introduisait l'antigène, au mieux, sans doute, l'enfant se portait. Notamment des études récentes, une étude anglaise qui a comparé des jeunes Anglais qui souvent ne mangent pas de cacahuètes avant l'âge de 3 ans à des Israéliens, des enfants israéliens chez qui, dans les tout premiers mois de vie, on introduit des compléments alimentaires très riches en arachides. Et ils ont vu que l'allergie aux arachides était 10 fois plus fréquente chez les enfants anglais que chez les enfants israéliens. De la même manière, des autres études ont montré des résultats semblables par rapport à l'introduction précoce du lait ou de l'œuf. De nombreuses études nordiques ont été faites sur la femme enceinte et allaitante et ont prouvé que l'éviction préventive, prophylactique chez une maman de certains allergènes, qu'ils soient alimentaires ou respiratoires, ne permettait pas de diminuer le risque d'allergie chez l'enfant, voire même l'augmentait. Donc actuellement, les recommandations sont de favoriser l'exposition aux allergènes, probablement dans une période précoce, sauf évidemment si la clinique de la maman ou de l'enfant justifie d'autres attitudes. Alors, très à la mode actuellement, la vitamine D. Vous savez que la vitamine D est proposée comme un traitement miracle pour toute une série de choses. Et on a étudié son efficacité sur la prévention et ou le traitement des allergies. Je vous montre ici des résultats assez préliminaires. Il y a des grosses études en cours qui essayent de confirmer ces résultats. Ici, 225 enfants à haut risque, signifiant qu'il y a des antécédents familiaux d'allergie dans la famille, ont été suivis depuis la naissance jusqu'à l'âge de 30 mois. Des taux plus élevés de vitamine D dans le sang de cordon étaient associés à des réponses immunitaires de type allergique diminuées à l'âge de 6 mois par rapport à l'allergène principal des acariens, ce qui prouverait un statut anti-allergique chez les enfants qui avaient une vitamine D plus élevée au cordon. De la même manière, chez ces enfants, on voyait un risque relatif d'eczéma diminué à l'âge de 6 mois, une diminution modérée, 0,82, ce qui veut dire qu'ils ont 18% de risque en moins d'avoir de l'eczéma par rapport à ceux qui ont une vitamine D plus basse, également à l'âge de 12 mois, mais plus à l'âge de 30 mois.
Donc peut-être que la vitamine D pourra avoir une importance sur l'allergie. De toute façon, au niveau nutritionnel, la vitamine D a une grande importance, que ce soit en fin de grossesse ou chez le jeune enfant, et les futures études nous apporteront probablement plus de réponses. Alors tous les résultats dont je viens de parler ont fait suspecter, notamment par aussi toutes les découvertes qui ont été faites sur le microbiote intestinal, que l'efficacité de ces différentes stratégies pouvait être intimement liée avec leur effet bénéfique sur le microbiote intestinal. On sait effectivement que c'est au niveau du microbiote et de l'intestin que se met en place en grande partie l'immunité adaptative de l'enfant dans les tout premiers mois de vie, et que le développement d'un système immunitaire équilibré peut probablement être fortement influencé par un microbiote intestinal optimal. Alors, pour rappel, il est logique que notre microbiote soit important puisque c'est énormément de microbes. Nous avons dans notre corps plus de chromosomes de microbes que nos propres chromosomes. Ils ont des effets bien connus. Chez le nourrisson, c'est principalement des lactobacilles et des bifidobactéries. Et donc, c'est surtout leur impact majeur sur l'immunité adaptative qui nous intéresse ici. Le microbiote est entre autres influencé par toute une série de facteurs dont je viens de vous parler ou qui seront exposés par la suite et qui influencent le risque d'allergie. Donc, on peut effectivement comprendre que tout ceci est lié. Alors, vous avez ici le cloaque de Wim Delvoye. Wim Delvoye est un artiste belge assez provocateur qui a décidé, en dérision un peu de la société de consommation, de construire une machine reproduisant exactement le système digestif de l'homme. Il s'est aidé d'ingénieurs et donc il a formé comme ça plusieurs machines qui ont été exposées dans différents musées, dans lesquels, si vous introduisez des aliments, vont ressortir des selles tout à fait identiques à des selles humaines. Alors les industriels sont évidemment extrêmement intéressés par ce mécanisme, vu tous les potentiels thérapeutiques à partir de microbiote, mais Wim Delvoye a pour l'instant complètement refusé de leur donner ces trucs de fabrication. Mais donc voilà, peut-être que malgré son caractère provocateur, il avait eu une vision d'avenir. Alors comment peut-on par ailleurs influencer le microbiote du nourrisson ou de l'enfant plus âgé? Une première possibilité est de donner ce qu'on appelle des prébiotiques, décrits par M. Robert Foy au départ. Les prébiotiques sont des sucres non digérés qui favorisent une flore intestinale optimale. Il y a eu plusieurs études randomisées et je vous rapporte ici la dernière méta-analyse parue, notamment chez des nourrissons en bonne santé ou de nouveau à haut risque allergique, avec l'administration d'un lait supplémenté dans le prébiotique le plus souvent utilisé pendant les 6 premiers mois par rapport au même lait non supplémenté. Alors chez ces nourrissons, on voyait effectivement un caractère protecteur de l'administration de prébiotiques qui, sans rentrer dans les détails, s'accompagnait aussi d'une flore intestinale plus proche de celle d'un enfant allaité chez ces nourrissons. 2 études ont regardé l'efficacité des prébiotiques en traitement de la dermatite atopique et ces 2 études-là n'ont pas pu conclure clairement à une protection. Donc chez des enfants de plus de 2 ans qui avaient de l'eczéma, on a administré des prébiotiques pendant une période de 2 à 3 mois. Certaines montrent une efficacité relative sur la sévérité de l'eczéma, mais il n'y a pas eu d'efficacité clairement démontrée. Donc, des résultats de nouveau relativement préliminaires qui doivent encore être confirmés, mais qui tenteraient de prouver qu'en administrant des prébiotiques aux enfants qui ne sont pas allaités dans les premiers mois de vie, on peut probablement diminuer de manière relative d'environ 30% leur risque de développer un eczéma. Par contre, l'efficacité sur l'asthme et la rhinoconjonctivite allergique reste à démontrer puisque ces études sont relativement récentes et que nous n'avons pas encore suffisamment le suivi de ces enfants. Alors, autre manière d'influencer le microbiote intestinal, les probiotiques, c'est-à-dire donner tout de suite les gentilles bactéries, les bons. Alors, à nouveau, pas mal de méta-analyses. Les 2 premières ont regardé l'efficacité de donner un probiotique en fin de grossesse ou en début de vie chez les enfants sur l'apparition d'une allergie. Dans la première, 5 études sur 12 avec le LGG, Lactobacillus rhamnosus GG, qui est un des probiotiques les plus souvent rencontrés, montrent effectivement une diminution du risque de dermatite atopique.
Dans la suivante, 6 études confirment cette diminution d'environ 40% du risque d'apparition d'une dermatite atopique dans les 2 premières années de vie. Par contre, à nouveau, comme pour l'allaitement maternel, certaines études ne montrent pas d'effet bénéfique. Ici, une étude très récente avec un mélange de 4 probiotiques différents qui a été administré en fin de grossesse et en début de vie chez les futures mamans et leurs nourrissons. À 2 ans, le nombre total d'eczémas est le même dans les 2 groupes. Toutefois, quand on regarde les eczémas atopiques, donc ceux qui sont clairement allergiques, ou la présence de tests cutanés positifs qui prouvent une sensibilisation allergique chez les nourrissons, ceux-ci sont plus présents dans le groupe n'ayant pas reçu de probiotiques que dans le groupe en ayant reçu. Finalement, est-ce qu'on peut, comme on l'a regardé pour les prébiotiques, traiter une dermatite atopique avec des probiotiques une fois que la maladie est installée? Ici, on reprend 25 études qui ont montré qu'en donnant des probiotiques à ces enfants, on pouvait effectivement diminuer le score de sévérité de leur eczéma chez les enfants de plus de 1 an. Également chez des adultes dans d'autres études, mais pas chez les nourrissons de moins d'1 an. Donc il est très probable que l'efficacité à nouveau soit présente. Il faut encore qu'on précise avec quelle souche. La difficulté dans les probiotiques, c'est que pratiquement chaque étude se fait avec une souche différente, un dosage différent, un moyen d'administration différent, et que donc comparer les résultats est extrêmement difficile. Alors finalement, je terminerai par l'hypothèse que vous avez probablement le plus souvent entendue à propos de l'augmentation des allergies et de leur prévention, c'est la théorie de l'hygiène. Alors la théorie de l'hygiène a été émise par M. Strachan, un épidémiologue britannique publié en 1989, et était basée sur le fait que ce monsieur avait observé qu'il y avait un risque plus élevé d'allergie chez les enfants qui étaient dans des conditions où les risques de développer des infections étaient plus bas. Et donc, il a justifié le fait de l'augmentation des allergies par la diminution des infections dans la prime enfance. Quelles étaient ces conditions? Par exemple, le nombre d'enfants dans la fratrie, le fait que les enfants dorment dans la même chambre, le fait qu'ils fréquentent la crèche, le fait qu'ils vivent en milieu rural ou qu'ils aient pris des antibiotiques précocement dans la vie. Actuellement, on se rend compte que cette théorie est trop restrictive. Même si elle a probablement une vérité, c'est loin d'être la seule explication, et on parle plus volontiers de la théorie des vieux amis, qui justifie le fait que nos modes de vie se sont complètement modifiés, et que non seulement nous sommes moins exposés aux micro-organismes, nous ne sommes pratiquement plus dans nos pays exposés à l'infestation par des parasites. Nous sommes beaucoup moins exposés à toute une série d'antigènes ou d'allergènes environnementaux, mais la pression de ceux qui sont restés présents a probablement augmenté, et nous vivons dans des habitations totalement différentes, beaucoup plus renfermées, beaucoup moins aérées, de manière plus sédentaire, avec moins de contact avec la nature. On pense que c'est une partie de l'explication des déviations immunitaires qui sont actuellement observées et qui pourraient jouer un rôle non seulement dans l'augmentation des allergies, mais également dans l'augmentation des maladies auto-immunitaires ou inflammatoires. Alors, les antibiotiques restent un grand débat. Plusieurs études initiales ont montré que le fait d'avoir donné des antibiotiques pendant la grossesse ou pendant les premiers mois de vie était lié à une augmentation notamment du risque d'asthme. Alors, dans ces études, il est extrêmement difficile d'éliminer tous les facteurs confondants, puisque vous devez non seulement prendre en compte le fait que l'enfant soit prédéterminé génétiquement, avec des antécédents dans la famille, le fait que les antibiotiques aient pu être donnés pour une infection respiratoire ou pour une autre indication, l'infection respiratoire étant probablement également en elle-même un facteur de risque d'apparition d'un asthme ultérieur, les facteurs environnementaux, les facteurs alimentaires, et donc c'est très difficile d'avoir des populations tout à fait différentes pour uniquement le paramètre antibiotique. À nouveau, une étude suédoise qui vient d'être publiée, dont les chiffres peuvent faire rêver, pratiquement 500 000 enfants, suivis au niveau national, sur une période de minimum 4 ans, puisque les derniers sont nés en 2010,
Alors, ils ont essayé de clarifier l'effet des antibiotiques sur le risque d'allergie en fonction notamment du background génétique, donc des antécédents dans la famille, par l'analyse dans ces pratiquement 500 000 enfants d'une sous-cohorte de 180 000 enfants pour lesquels des frères et sœurs étaient disponibles qui n'avaient pas la même évolution. Donc, admettons, un frère et une sœur, l'un avait été exposé aux antibiotiques, l'autre pas, et on regardait leur évolution vers l'asthme ou pas, et on voyait si le facteur antibiotique avait vraiment été déterminant. La deuxième chose qu'ils ont essayé d'éliminer, c'est le fait que les antibiotiques aient été donnés pour des infections respiratoires. En ciblant la classe d'antibiotiques reçus, ils ont déterminé un groupe infection respiratoire et un groupe infection urinaire ou cutanée ou autres indications. Alors, dans leur série, donc dans la cohorte totale, 6% d'enfants ont eu un équivalent d'asthme, puisque ça reste des enfants très jeunes, on ne sait pas faire de fonction respiratoire, donc ça n'est pas un diagnostic précis et définitif d'asthme, mais les critères étaient soit un diagnostic d'asthme par un médecin, soit la prescription pendant une période significative de médicaments reconnus comme utilisés dans l'asthme. 20% de la cohorte totale et 16% de la cohorte frères et sœurs avaient été exposés aux antibiotiques pendant la grossesse, et un peu plus de 60% des enfants avaient été exposés aux antibiotiques pendant la petite enfance dans les deux groupes. Ils ont confirmé une relation entre dose dépendante entre le nombre de prescriptions d'antibiotiques et la présence d'un asthme, principalement pour tous les antibiotiques confondus et pour les antibiotiques à visée respiratoire, lorsqu'ils enlevaient le composant génétique en se limitant à la cohorte où seuls les frères et sœurs étaient analysés. De la même manière, dans cette cohorte, ils montraient que le risque relatif lié à la prise des antibiotiques était plus élevé pour un premier enfant par rapport aux enfants suivants de la fratrie. Alors, rapidement, on voit ici que pour la prise des antibiotiques pendant la grossesse, lorsqu'on corrige pour le facteur génétique, les différences qui peuvent être trouvées initialement disparaissent complètement. Les risques relatifs sont égaux à 1, voire inférieurs à 1. Pour les antibiotiques pris dans la petite enfance, les résultats étaient les plus significativement différents lorsqu'ils étaient pris dans les 6 premiers mois de vie. Mais à nouveau, on voit que les différences, par exemple les plus élevées ici, avec un risque relatif augmenté de plus de 4 fois chez l'enfant recevant des antibiotiques pour une infection respiratoire dans les 6 premiers mois de vie par rapport à ses congénères, diminue de moitié lorsqu'on regarde uniquement les frères et les sœurs, montrant qu'il y a très probablement un facteur lié aux antibiotiques, mais qui est également lié à l'aspect génétique et à l'indication, puisque quand on regarde uniquement les antibiotiques à autre visée que respiratoire et les frères et sœurs, à nouveau, toute différence significative disparaît. De la même manière, lorsqu'ils ont analysé en ajustant pour tous les autres facteurs de risque de l'allergie, y compris le type d'infection ou la condition pour laquelle les antibiotiques avaient été prescrites, et en regardant les frères et sœurs, toute différence liée aux antibiotiques disparaît. Alors, un autre médicament qui a été récemment impliqué, c'est le paracétamol. Le paracétamol, il y a plusieurs études qui semblent montrer une association entre la prise de paracétamol et le risque d'asthme, principalement de nouveau, mais dans certaines études des autres types d'allergies également. Ce qui soutient cette réalité, c'est que ce soit dose dépendant, c'est que ça a été observé dans différents pays, différentes cultures et à différents âges, et qu'il y a une certaine plausibilité épidémiologique et biologique dans cette hypothèse. L'étude qui a le plus attiré l'attention est celle qui a été publiée dans le Lancet il y a quelques années. L'étude ISAC est une très large cohorte d'enfants suivis dans le contexte de l'asthme. 200 000 enfants de 6 à 7 ans, 320 000 de 13 à 14 ans, 122 centres, 54 pays, donc toute culture et nationalité représentées. Un des seuls facteurs associés à l'apparition de l'asthme dans cette étude a été relaté comme étant le paracétamol, de manière dose dépendante, puisque le risque, par exemple, chez les enfants de 6 à 7 ans était augmenté de 60% s'ils en avaient pris au moins une fois dans l'année précédente, et était augmenté de plus de 300% s'ils en avaient pris au moins une fois dans le mois précédent.
Les mêmes chiffres étaient plus ou moins retrouvés pour les 13-14 ans. Et lorsque par des analyses statistiques compliquées, ils essayent de voir quelle part du risque de développer de l'asthme était due au paracétamol par rapport aux autres facteurs, ceci représentait environ 40% de la part de risque, ce qui est loin d'être négligeable. Évidemment, de nouveau, les facteurs confondants sont très difficiles. Est-ce que les enfants ont reçu du paracétamol pour une infection respiratoire qui va les prédisposer à devenir asthmatiques? Est-ce que leur background génétique peut jouer un rôle? Cette étude avait beaucoup de biais potentiels et l'éditeur a reçu énormément de lettres, de critiques par rapport à cet article. On peut reprendre par ailleurs une étude beaucoup plus ancienne où à l'université de Boston, on a randomisé des enfants fébriles à recevoir 2 doses différentes d'ibuprofène versus du paracétamol. Ils ont analysé un sous-groupe de 1900 asthmatiques dans ces 80 000 enfants et ils ont vu qu'il n'y avait pas de différence dans les taux d'hospitalisation, mais que les enfants asthmatiques qui avaient reçu du paracétamol avaient plus souvent dû revisiter leur médecin dans un deuxième temps. À nouveau, quel est l'effet protecteur du paracétamol, négatif du paracétamol versus effet potentiellement protecteur de l'ibuprofène? Il est impossible de répondre, mais de nouveau le caractère dose dépendant soulignait la possibilité que le paracétamol soit vraiment impliqué. Une méta-analyse toute récente de ce mois-ci s'est intéressée à la question: dans le 2e et 3e trimestre de la grossesse, si les mamans ont pris du paracétamol, l'asthme chez leur enfant à partir de l'âge de 5 ans est potentiellement plus fréquent. Donc à la fois l'exposition pendant la grossesse ou pendant les premiers mois de vie pourrait avoir un impact négatif. Par contre, ici, en ajustant pour le fait que le paracétamol ait été reçu pour des infections respiratoires ou non, l'effet d'augmentation du risque devient à la limite de la positivité, puisque l'intervalle de confiance est en dessous de 1 pour sa borne minimale. Donc, actuellement, les recommandations ne sont pas de modifier nos prescriptions, mais que ce soit pour les antibiotiques ou pour le paracétamol, elles sont, comme toujours en médecine, d'éviter toute prise non justifiée. Et dans notre petite cohorte par rapport à ces chiffres parfois beaucoup plus élevés de 24 000 enfants, où nous avions 200 enfants, nous avons également retrouvé cette différence au niveau du paracétamol, avec à 3 ans des enfants qui étaient allergiques, qui avaient pris plus fréquemment dans la première année de vie du paracétamol par rapport aux autres enfants. Et quand nous avons fait des analyses multivariées pour les infections respiratoires, la prise d'antibiotiques, la prise d'anti-inflammatoires, la présence d'infections, seul le paracétamol avait un effet significatif et il semblait indépendant des autres paramètres. Mesdames, Messieurs, en conclusion, la prévention primaire des allergies chez l'enfant est probablement possible de manière relative. Nous ne pouvons pas la prévenir à 100%. Les choses bien démontrées sont des choses relativement anciennes comme l'éviction du tabagisme passif. L'allaitement maternel et la diversification adéquate chez le jeune nourrisson ont probablement un rôle prometteur à jouer. De même que nous devons confirmer si introduire précocement les aliments les plus allergisants, l'utilisation de pré-probiotiques, de vitamine D ou d'autres choses dont je n'ai pas eu le temps de parler pourrait avoir un avantage. Supporter le microbiote intestinal est certainement toujours une bonne idée. Des choses aussi simples que appliquer une hydratation correcte sur la peau des nourrissons lorsqu'ils sont à haut risque ont démontré leur efficacité. Et éviter tout médicament lorsqu'il n'est pas réellement indiqué reste un principe primaire de la médecine. En prévention secondaire, une fois que l'enfant est entré dans cette marche atopique et pour éviter qu'il n'évolue, l'ensemble de ces propositions reste probablement exact. Un sujet dont je n'ai pas du tout eu le temps de parler, mais qui montre également des résultats très prometteurs à ce niveau, sont les désensibilisations allergiques, qui non seulement pourraient avoir un effet thérapeutique sur l'allergie présente, mais prophylactique sur l'apparition éventuelle d'autres allergies. En résumé, en 2015, oui, la médecine pédiatrique peut être préventive, mais encore avec beaucoup de choses à améliorer, si on veut de manière significative diminuer le nombre d'enfants allergiques qui le resteront au long cours. Et je vous remercie pour votre attention.
Merci Madame Smets et merci pour votre équipe de chercheurs, Dali, Klimt, Picasso, etc. C'est fantastique. Je crois que personne ici ne peut s'enorgueillir d'avoir une telle équipe de collaborateurs. Merci pour cette excellente présentation. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui, monsieur. J'ai beaucoup apprécié votre expression de retour aux vieux amis. Pensez-vous qu'il faille exposer nos enfants à ces vieux amis, autrement dit changer dans certaines mesures l'éducation des enfants pour éviter ou réduire cet incident des allergies? C'est quelque chose qu'on pense, pas seulement au niveau des allergies, au niveau de toute une série d'autres maladies immunitaires également. Maintenant, toute la difficulté est de trouver une juste balance entre réaugmenter certains risques qui ont quand même fait gagner de manière significative au niveau de la mortalité et morbidité infantile, tout en regagnant certaines choses qui ont été perdues. À ce niveau-là, il ne faut pas négliger aussi tout ce qui est l'industrie agroalimentaire, puisque probablement on a parlé de l'importance d'introduire certains aliments. Il se peut que la manière dont ces aliments ont été actuellement modifiés par leur mode de préparation ait un impact sur lequel on est très peu d'action potentielle de nos jours. Mais il est certain que plus exposer les enfants à l'aspect très naturel, aller jouer dans les ruisseaux, jouer dehors, plus sortir des maisons, de temps en temps se laver moins les mains quand ça n'est pas vraiment justifié, pourrait très probablement être déjà des propositions de base. Merci. Oui, monsieur. Vous avez évoqué tout à l'heure le changement de la clinique allergique chez l'enfant qui commence plutôt par une manifestation eczématique et eczémateuse et gastro-intestinale pour évoluer ensuite vers de l'asthme et de la rhinoconjonctivite. J'imagine que cette évolution clinique se traduit par des changements au niveau des races. Et je voulais savoir s'il y a un moment dans la vie de l'enfant et du jeune adulte où ces races se stabilisent, ou bien s'il y a l'évolution continuelle au long de la vie. La question a pour fond la question de la désensibilisation, justement. Donc on sait que chez le nourrisson, les races sont éventuellement moins souvent positives puisque l'allergie peut encore être non IgE-médiée et le mécanisme différent. Et par ailleurs, lorsque des races sont positifs, ils ont effectivement une grande probabilité de se négativer dans les premières années de vie. Le type de sensibilisation dépend de la réponse également, puisque par exemple, on sait que l'allergie à l'arachide, si elle est vraiment fortement installée avec un RAS et des IgE spécifiques très positifs, a par contre très peu de chances de disparaître, y compris chez l'enfant. Donc en fonction de l'allergène impliqué, du taux de réponse et de l'âge, l'évolution va varier. Au plus on évolue vers l'âge adulte, au plus les sensibilisations deviennent fixées et l'intérêt d'une désensibilisation devient plus importante. Par ailleurs, vu la grande rigueur nécessaire pour une désensibilisation, le très jeune nourrisson, vu son bon pronostic a priori, n'est souvent pas un bon candidat. Par contre, le faire à l'âge adulte, c'est parfois un peu trop tard parce que les adultes sont en règle générale moins compliants que les enfants. Donc on aurait une date pivot, un âge pivot, je dirais, non, une tranche d'âge. Je pense que ça dépend vraiment de la sévérité des symptômes. C'est quelque chose qu'on ne commencerait pas si les symptômes ne sont pas sévères, et de l'histoire naturelle de la sensibilisation en fonction de l'allergène. Mais probablement que le début de l'adolescence serait un bon moment pour les enfants qui sont sévèrement allergiques. Merci. Merci, monsieur Chêne, et puis madame Delzen. Merci beaucoup pour votre belle exposé. Vous avez bien insisté sur le rôle de la génétique et de l'environnement. C'est toujours complexe, évidemment, d'analyser la part des choses. Et alors, dans l'étude suédoise, je suis un peu étonné, ils ont analysé la cohorte entière et puis les frères et sœurs. Et dans votre interprétation, en tout cas, je ne sais pas si c'est l'interprétation des auteurs, vous avez l'air d'attribuer la différence à la génétique. Et donc, un peu naïvement, moi je crois que les frères et sœurs sont exposés à un environnement commun aussi, par rapport à une cohorte différente. Et donc, est-ce que vraiment on peut, le fait qu'il y ait une différence entre frères et sœurs par rapport à la cohorte totale, est-ce que c'est vraiment la génétique ou est-ce que c'est l'environnement, la façon d'avoir élevé les enfants? J'imagine que ça joue un rôle majeur. Je ne crois pas qu'on peut attribuer ça à la génétique, mais c'est un propos naïf. Donc c'est probablement en partie exact, effectivement, mais la conclusion des auteurs était que c'était principalement lié à la génétique. Pourquoi ?
parce que c'est un registre national. Et donc quand vous voyez le nombre d'enfants inclus, ils considèrent qu'ils couvrent une très grande partie de la population pédiatrique de leur pays, et que de cette manière-là, il est très probable qu'une partie de ses frères et sœurs ait des conditions environnementales relativement comparables à celles des autres familles qui vivent dans un pays où les traditions sont relativement présentes et l'environnement assez similaire, en tout cas dans les grandes villes du pays. C'est une des raisons pour lesquelles, même si je suis entièrement d'accord avec vous, on ne peut pas faire la différence entre la génétique et l'environnement quand on fait ce genre d'analyse. Ils ont considéré que leurs résultats étaient plus en faveur d'un effet de la génétique que de l'environnement. Madame Delzenne. Je vous remercie pour ce fabuleux exposé. J'avais une question relative, je veux dire, à un domaine qui me touche particulièrement. Tu as présenté les données sur le microbiote intestinal et sa modulation, sachant que justement les premiers signes, les premières choses auxquelles on doit faire attention, c'est principalement les altérations au niveau de la peau. Qu'en est-il du système, de l'écosystème microbien ou bactérien au niveau de la peau chez le petit enfant et sa modulation éventuellement? Donc on sait qu'il a effectivement également un rôle majeur, mais il y a eu beaucoup moins d'études pour l'instant que ce qu'on a eu au niveau intestinal. C'est là notamment que la composante génétique et microbiote se rejoignent étroitement, puisque notamment plusieurs des gènes qui ont été démontrés comme potentiellement impliqués ont un rôle dans le type de flore qui colonise la peau de ces nourrissons. Maintenant, de plus nombreuses études et aller plus en profondeur est certainement nécessaire pour voir si ça peut avoir des implications cliniques immédiates, mais on sait que le microbiote à ce niveau a également une importance primordiale. Merci, Monsieur Sokal. Félicitations pour cet exposé. En fait, on a énormément de données épidémiologiques et empiriques avec toutes ces études que tu as présentées. Est-ce qu'on a vraiment des candidats de mécanismes fonctionnels sur notamment le rôle tolérigène de l'allaitement maternel? Est-ce qu'il y a vraiment des pistes qui émergent, ou bien est-ce qu'on reste vraiment très vague? Notamment, tu as piloté une étude, comme tu l'as dit au départ, de 200 enfants suivis de la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans. Est-ce que dans les mécanismes immunologiques, il y a quelque chose qui émerge, ou bien est-ce que ça reste vague? Ça reste extrêmement compliqué pour l'instant, comme toujours en immunologie, donc il n'y a pas un mécanisme bien spécifique qui a pu être mis en évidence comme étant le primum movens de l'apparition d'une allergie chez tous les enfants et dans tous les types d'allergies. Pour chaque allergie spécifique, il y a maintenant des mécanismes immunitaires qui ont été démontrés. À nouveau, l'implication vraiment clinique de ça dans la détection très précoce des nouveau-nés à risque reste difficile. Si on prend l'exemple de notre cohorte de 200 enfants, il y a tellement de mécanismes immunitaires potentiellement impliqués que si on veut tous les étudier, on ne trouve plus aucun résultat significatif, puisque les différences vont être diluées dans la multiplicité des facteurs qui seront étudiés. À propos de la protection due à l'allaitement maternel, là il y a quand même des mécanismes plus clairement démontrés, et on sait que le fait de voir l'allergène dans le lait maternel, notamment avec des substances qui s'y trouvent, comme le CD14 soluble, comme le TGF-bêta, peut favoriser l'apparition d'une tolérance au niveau immunitaire intestinal qui pourrait être absente si cet allergène n'est pas vu en corrélation avec ces molécules. C'est une des raisons pour lesquelles on pense que toutes les mamans ne sont pas égales au niveau de la protection qu'elles peuvent apporter à leurs nourrissons, et ça a été entre autres démontré dans des études animales. Monsieur Hu, puis Monsieur Mondor-Plachel. J'ai un commentaire qui est en rapport avec ce que M. Sokal vient de dire. Je trouve impressionnant les quantités d'études que vous avez présentées, il y en a énormément, et l'impact qu'elles auront sur le grand public est évidemment énorme. Cependant, je regrette quand même le caractère assez anecdotique de ce type d'études et le peu de mécanismes que l'on peut en tirer, et je peux regretter qu'on dépense tellement d'argent pour voir si peu de résultats. Voilà, je pense que je vous rejoins, mais c'est un problème très compliqué dans lequel il y a énormément de mécanismes impliqués, et la grande difficulté de ces études est effectivement de ne faire varier qu'un paramètre. Et c'est ce qui fait le caractère parfois anecdotique,
Je pense qu'il y a par ailleurs énormément d'études qui sont pour le moment subventionnées sur l'étude plus fondamentale des mécanismes immunitaires impliqués dans l'allergie et qui auront très probablement un impact potentiel sur la prise en charge ultérieure, mais que couvrir l'ensemble de ces sujets est évidemment impossible dans une période de 30 minutes. Monsieur Van der Plachen. Moi, je suis d'origine vétérinaire, immunologiste vétérinaire. Je suis souvent étonné par le peu d'intérêt de la médecine humaine pour la médecine vétérinaire. Il faut savoir qu'au niveau de l'allergie, nous observons exactement comme en médecine humaine une épidémie d'allergie. Et l'avantage, c'est que les animaux qui vivent dans nos maisons partagent des conditions de vie, jamais notre génétique, et permettent d'exclure des hypothèses de travail assez importantes comme l'hygiène. Par exemple, les chiens, bien qu'on tente de les éduquer, continuent à se dire bonjour de la même manière et s'identifier de la même manière. Donc, je crois qu'en comparant, en faisant des études épidémiologiques où on incorpore les animaux comme des biocontrôles, on pourra apprendre beaucoup de choses et exclure des hypothèses de travail qui ont un crédit énorme et qui n'ont pas de sens si on prend les animaux qui vivent dans nos maisons comme biocontrôle. C'est certainement une bonne perspective. Toujours est-il que même s'ils se saluent encore de la même manière, ils vivent quand même dans nos maisons. Et donc, probablement que leur environnement, que ce soit alimentaire ou autre, c'est quand même partiellement modifié. Je ne sais pas si les animaux des fermes sont moins souvent allergiques que les animaux de la ville, comme ce qu'on observe chez les enfants, mais ce serait alors un argument plutôt en faveur d'une similitude. Monsieur Van der Plachen, puisque vous êtes un de nouveaux membres de notre académie, il vous appartient de créer un lobby au sein de l'académie pour que les médecins écoutent les médecins vétérinaires et que l'on avance grâce à ça. Monsieur, ce sera la dernière question. Toujours à propos d'études et du rôle de la génétique, est-ce qu'on a éventuellement des études concernant des études faites sur les jumeaux vrais? Oui, il y a des études qui sont faites, qui sont relativement anciennes toutefois. Donc dans les études interventionnelles récentes, il n'y a pas eu de paire de jumeaux, comme on dit. Mais dans les études anciennes, ça a été une des manières de démontrer l'importance majeure de la génétique, puisque au niveau des vrais jumeaux, la concordance de l'apparition d'une allergie est relativement élevée. Maintenant, les mêmes limites que tout à l'heure s'imposent dans le fait qu'ils vivent aussi dans les mêmes maisons, qu'ils mangent probablement de la même manière, qu'ils sont sans doute exposés aux mêmes infections, et que donc il est très difficile d'avoir des jumeaux qui ont été séparés dès la naissance et qui ont été exposés à d'autres facteurs. Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'on va arrêter parce qu'il nous reste encore quelques petites activités. Merci beaucoup, Madame Smith.